Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Eh bien bonjour à tous et surtout très bonne année. Nous vous avons abandonné pendant une quinzaine de jours. J'espère que les fêtes ont été super, que vous avez passé de très bons moments. Roland, il l'attendait comme un fou furieux. Ça a été bon pour toi, Roland, salut. Bonjour. À peine décuité, me voilà. Non, ne croyez pas, c'est pas vrai du tout. Il ne boit que de l'eau puisqu'il habite à Vittel. C'est absolument normal. En tous les cas, c'est peut-être un peu formel, mais nous vous souhaitons vraiment une très bonne année. Nous espérons à la fois que le climat sera bon, que on sera tout à fait dans une bonne saison, qu'on fera un beau jardin, que vous serez en bonne santé et qu'on pourra être ensemble toutes les semaines pendant longtemps. Et ça va être génial, ça j'en suis absolument sûr. Alors 8e jour de l'année, c'était facile. Oui. Donc il nous en reste combien avant de nouveau de faire la fête? Alors j'ai fait le calcul, 357. C'est sûr? Oui, certain, j'ai calculé, j'ai recalculé, pardon. Attention, il ne faut pas se tromper. Bon, 18e jour du signe astrologique du Capricorne, salut les Capricornes, et 19e jour du mois de Nivose dans le calendrier républicain français. Alors, vous savez, pourquoi on vous dit ça? C'est parce qu'il y a toujours, ou presque, une plante qui est associée à ce jour. Mais aujourd'hui, non, manque de chance, c'est le marbre. Alors pour nous, ce sera le Mahonia. T'es sûr? Ah bah certain, oui, voilà. Oui. Du coup, j'avais un doute. Qu'est-ce qui me parle du marbre? Alors pourquoi le Mahonia? Bien parce que c'est une plante qui a la floraison hivernale, et ça c'est quand même très bien pour nous. C'est rare quand même des choses qui fleurissent en hiver. Oui, c'est rare, et puis le Mahonia, il se gêne pas quand il voit le charity avec ses grandes épis jaunes, là c'est vraiment superbe. Et tu les as déjà respirés? J'ai pas eu le choix parce qu'ils poussent dans le jardin, j'en ai planté il y a pas longtemps à l'automne, et donc on a déjà quelques fleurs et ça sent très bon. Ça sent le muguet. Ah, le muguet, j'ai pas fait gaffe à ça. Ouais. Alors, il faut mettre le nez dessus, évidemment, mais ça sent quand même le muguet. Il y a une chose qu'il faut aussi savoir, c'est que ça appartient à une famille qui est assez importante pour nous, les jardiniers, qui s'appelle les Berberidaceae. Alors, dans Berberidaceae, on entend... les berberis, évidemment. Oui. Toi qui aimes bien les noms vernaculaires en français, c'est... L'épine vinette. Voilà. On a les épimédiums, alors qui ressemblent pas du tout. Tu sais ce que c'est? Mais oui, mais ça n'a rien à voir. Non, ça n'a pas d'épines. Petite plante couvre-sol, très sympa, idéal vraiment pour les jardins ombragés. On comprend pas les botanistes. Pourquoi ils l'ont foutu là Parce que les organes floraux sont similaires. On en avait déjà beaucoup parlé dans la classification linéenne. Ce sont les organes floraux qui servent de comparaison. On n'y revient pas, on l'a déjà dit, vous avez qu'à regarder la vidéo. Alors, Nandina domestica. Ah oui, le bambou sacré. Alors, je connais bien les noms vernaculaires. Ah oui, j'aime mieux, c'est plus sympa, on s'y retrouve mieux que le latin. Oui, c'est vrai que maintenant que tu en parles, la floraison est un peu identique, oui. Voilà. Alors, je vous le recommande vraiment. Le Nandina, c'est un arbuste, peut-être qui est un peu limite chez toi, mais il doit tenir normalement. Il tient. Il est intéressant, pourquoi? Parce qu'il est tout le temps décoratif. Un peu comme le Mahonia, dont on va parler un peu plus en largeur, puisqu'en fait... Feuillage persistant, floraison sympa, fructification sympa. Et pas d'épines. Pas d'épines pour le... Tous les Mahonias ne sont pas aussi épineux que ça. Bon, il y a d'autres plantes qui sont moins connues chez les Berberidaceae, comme les Podophyllum ou les Vancouveria. Alors, on va revenir au genre Mahonia. Mahonia créé en 1818 par un Anglais important dans la botanique qui s'appelait Thomas Nuttall. On a beaucoup de plantes qui s'appellent Nuttali. Et en l'honneur d'un horticulteur américain important qui s'appelait Monsieur McMahon. On a fait de Monsieur McMahon le Mahonia. Mahon. Ah oui, Mac, ils ont oublié le Mac, quoi. On dit un nom, tiens, vernaculaire que tu connais, peut-être, sur Mahonia. Le Mahonia La vigne de l'Oregon. Ah, je ne connais pas du tout. Et c'est d'ailleurs la plante symbole de l'État de l'Oregon, sur la côte est des États-Unis. Qu'est-ce qui est intéressant sur le Mahonia? Mais tout, à part qu'il pique, mais son feuillage est persistant. Si, il pique un peu. Le charity, là... Et l'aquifolium? Oui, ça va, il est plus cool. Voilà. Bon, alors, méfions-nous quand même des quelques épines. La floraison, elle arrive au bon moment. Elle est parfumée, et en plus, comme tu l'as dit, c'est jaune, donc ça claque en plein hiver. Alors, quand tu dis au bon moment, c'est parce que c'est en plein hiver, au moment où il n'y a pas grand-chose.
Oui, Voilà. et puis la fructification, parce que c'est dommage de couper les fleurs, il faut laisser la fructification puisqu'on peut faire des confitures. J'ai testé. Oh. Ouais, on Et en a alors planté. Ouais, On peut faire mieux. La fraise, c'est bien. Oui, mais quand je vous dis, ça sert strictement à rien d'essayer d'inventer des trucs avec des plantes qui sont Mais pas si, dans notre il faut prendre des repas risques, c'est bien. habituel. Bah oui, d'accord, on essaye, mais- puis après on se dit, bah, alors que c'était bon. Oui, mais ça, t'en parles. Si un jour tu fais de la radio, tu vas pouvoir dire j'ai goûté Oui, de la alors comme ça, il confiture. frit devant tout le monde. Bon. Je l'avais quand même noté, ça. Alors, surtout pas cru. Hein. On ne Oui. les mange pas crus, mais on en fait aussi de la liqueur. Ah. Et du vin. Et les racines. Ah, les racines, oui, je crois que ça sert pour la teinture, non, Ouais. c'est ça. Oui, moi Couleur. ça, c'est dommage quand même Quelle d'arracher. couleur Jaune. Mais oui, il connaît Mais tout. oui. Il connaît tout, il est trop fort. Donc, on va s'arrêter là sur le mania, parce qu'après, je vais passer pour un botaniste de 3e zone devant lui, j'ai pas envie. Donc, vous savez, pendant toute l'année, on va arrêter de se chamailler, comme ça va être toujours sympa. Le 8 janvier 1793. Oui, Heinrich Gottlieb Ludwig Reinheitsbach. Reichenbach. Ah oui, d'accord. Bah, j'ai essayé de le dire avec l'accent munichois, mais c'est pas terrible. Ah bon, c'est ça l'accent munichois? Oui, oui. Refais-le. Reinheitsbach. Autre chose? Je sais pas. Écoute, je tente. Hein. Non, c'est quelqu'un d'extrêmement important dans la botanique. Il a fondé le jardin botanique de Dresde et il a écrit beaucoup de choses et surtout il a décrit plus de 3000 plantes. Alors toutes ne sont pas aujourd'hui acceptées par la nomenclature parce que, je vous rappelle, vous allez dans la nature, vous trouvez une plante que vous connaissez pas et puis vous la décrivez. C'est-à-dire que vous dites, voilà, les fleurs sont comme ça, les feuilles sont comme ça, etc. Et puis, vous envoyez ça à la nomenclature botanique internationale. Si vous êtes le premier à avoir fait cette découverte, enfin, ou du moins cette description, vous pouvez appeler la plante comme vous voulez et ça sera définitivement accepté. Mais manque de chance, les botanistes qui travaillent dans les jardins botaniques, souvent, ils avaient des piles d'échantillons, alors ils les identifiaient, ils les regardaient, puis ils leur donnaient des noms. Puis on s'est rendu compte qu'il y en avait déjà d'autres qui avaient donné le même, etc. C'est pour ça qu'il y a énormément de synonymes et qu'on a toujours préféré que ce soit le premier qui soit authentifié. Et lui, donc, il en a fait énormément. Mais il a vraiment donné des genres importants, par exemple comme aconite, enfin aconitum, puisqu'on parle dans les noms botaniques. Il a aussi décrit Allium kermesianum, Ramonda myconi. Tu connais cette plante? Non, inconnu. Total inconnu. Qui c'est Magnifique. celui-là? Ça ressemble à un Sympolia, ça vit dans les Pyrénées. Ah oui. Une petite violette absolument sublime, Polygala alpestris, bon, Potenti, etc., etc. Et puis, il y a la violette de Reichenbach, hein, la Viola reichenbachiana, et aussi Echinocereus reichenbachii. Waouh, Ouais, c'est non, dur. Il y en a plein d'autres. Denepeta, Tu vas Perdicula, les Mazella. citer, Non, mais c'était, je vous dis, vraiment un botaniste de tout premier plan. Donc, monsieur Reichenbach, vous méritiez quand même qu'on vous fasse un petit hommage dans cette émission. Nous sommes donc, je rappelle, le 8 janvier, au cas où vous ne le sauriez pas, et nous avons la fête d'aujourd'hui, c'est la Saint-Lucien et la Sainte-Peggy. Oui, un dicton peut-être. Tu voulais ça? Ah, Eh bien, oui. à la Sainte-Peggy, le samedi, on reste au lit. Et on regarde Bienvenue au jardin. Et jardin des TV. Faut que ça rime. À la Saint-Lucien, plantons un rosier ancien, ça c'est plus jardinier. Et si tu es bon technicien, taille tes poiriers à la Saint-Lucien, et ça aussi c'est un bon conseil. Dring, dring, dring. C'est Rodolphe qui nous vient de Belgique et qui dit « J'aurais souhaité recadrer notre haie ancienne de hêtre, qui a 23 ans, qui mesure plus ou moins 3 mètres de hauteur et 1 mètre de largeur. Puis-je le rabattre en hauteur et en épaisseur pour faciliter les tailles annuelles d'entretien. L'année suivante, la haie gardera-t-elle son rôle d'écran avec la pousse uniforme de nouvelles feuilles ?» Alors, Je suis consterné. Non, Rodolphe, faut quand même pas rigoler. Qu'est-ce qu'un hêtre? C'est un des plus grands arbres de nos forêts, une des plantes les plus majestueuses qui existent. Bon, 23 ans, c'est un bébé, donc vous avez laissé à 3 mètres, ça va. Mais vous imaginez cette pauvre plante, vous allez la ratatiner encore? Non, le hêtre, c'est fait pour faire des grandes haies, des grands rideaux. Et comme vous le dites d'ailleurs, pour faire un écran généralement brise-vent, intéressant, le feuillage est marcescent. Mais on ne fait pas ce genre de massacre. On change de plante. On prend des plantes adaptées. Vous allez avoir envie d'une haie de 1 mètre. Bah vous allez des plantes qui sont
pas trop grandes. Quand on fait séparer des tuyas avec des lettres de 2 mètres, c'est scandaleux, c'est monstrueux. Des plantes qui font 40 mètres de haut dans la nature, on les met à 2 mètres. C'est pas du bonsaï d'ailleurs, parce que on fait de la taille comme ça. Non, non et non et non et non. Je suis pas content. Je peux moduler tes propos ? S'il te plaît. Oui, parce qu'à la campagne, lorsque tu as quelquefois des petites haies de hêtres, elles sont broutées régulièrement par les vaches, donc ça fait finalement office de bonsaï et ça reste à une hauteur et l'arbre s'habitue. Alors c'est pas sa destination première, mais à force d'être brouté régulièrement, d'être mangé, eh bien l'arbre reste à hauteur. À hauteur de Donc, vache oui, pratiquement à hauteur de vache parce qu'elle va brouter, elle va le manger et puis à force de le faire chaque année, eh bien ton arbre reste là. Oui, il est Mais nanifié quoi. Il est nanifié Oui, non, mais pratiquement. le non, truc, c'est de dire, il est fait que 3 mètres et je vais encore le ratatiner. Oui, Donc, c'est vrai. moi, je changerai la haie, hein, c'est tout ce que je peux dire. Et puis, ça sera déjà pas mal. Vous n'avez pas la main verte ? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Mes chers amis, nous allons essayer de répondre à une question assez primordiale, qui a l'air innocente comme ça, et qui est pourtant extrêmement importante. C'est faut-il, et surtout comment et quand, arroser les plantes en hiver ? Est-ce que toi, tu arroses tes plantes Oui. dans ton jardin ? Oui, bien Eh sûr. oui. Alors Eh ben, pas il fait toutes, bien. parce que c'est vrai qu'on a beaucoup paillé. Et puis ça dépend des régions. Il y a des régions où il pleut beaucoup. Je ne vais pas citer de nom, mais donc là, tu es quand même bien aidé par la nature. Par contre, lorsqu'on a des pots et des serres, et là, eh bien, on doit être extrêmement attentif, y compris des pots sur la terrasse. Alors, une chose à savoir quand même, la majorité des plantes étant en dormance, les très rares plantes qui ne sont pas en dormance, c'est les agrumes par exemple, et puis les plantes tropicales bien sûr, mais si vous les mettez dans une véranda où il ne fait pas très chaud, de toute façon, limitez les arrosages. On ne va jamais en hiver arroser plus d'une fois tous les 8-10 jours, c'est très rare. Mais sachez quand même une chose que m'a dit Roland là à l'instant et qui m'a interpellé, attention, même dans les régions pluvieuses. Pour quelle raison ? Si vous avez par exemple une belle boule de buis, ou si vous avez un gros conifère dans un pot qui dépasse légèrement dans son diamètre celui du pot, quand il pleut, qu'est-ce qui se passe ? Ça ruisselle sur l'extérieur, les racines elles prennent rien du tout. Pratiquement rien, il faut qu'il y ait beaucoup de pluie. Donc vérifiez simplement, régulièrement, en trempant le doigt dans le pot, pour voir si il y a quand même une humidité, parce que ça peut être extrêmement sec. Et le buis est extrêmement fourbe. Le buis est fourbe, mesdames, messieurs. Le buis est fourbe, pourquoi ? Parce que quand il commence à sécher, c'est trop tard. C'est qu'il alerte pas, contrairement à d'autres plantes qui te font signe et qui te disent « Attends, je pique du nez parce que donc j'ai soif ». Lui, il te dit rien du tout et il te prévient en retard et c'est trop tard. Il y a une chose aussi à savoir, est-ce qu'en cette saison, nous allons arroser le matin ou le soir ? Ou la journée ? Est-ce qu'il est possible de faire entre les deux ? Parce que le matin, il fait encore trop froid. Le soir, on se rapproche des gelées. Comme chez nous, c'est pas rare d'avoir une gelée assez précoce dès le début de la nuit. On essaye d'arroser plutôt vers midi. On est plus peinard parce que... Au moment où la température est plus élevée de la Oui, journée. c'est ça. Oui. Alors c'est peut-être midi ou 14h, peu importe, mais à cette période-là. Alors il y a un autre problème qui se pose en hiver, c'est le gel. Lorsque vous avez, par exemple, des plantes comme des bonsaïs qui ont très peu de terre, et que le froid est vif, parce qu'attention, beaucoup d'entre vous pensent que parce que le bonsaï est en pot, c'est une plante d'intérieur. Non, si vous avez un hêtre, si vous avez un ginkgo, si vous avez un pin, ce sont des bonsaïs d'extérieur, on les laisse dehors. Mais quand le pot est entièrement pris en glace, l'eau est indisponible pour la plante. S'il gèle pendant longtemps, qu'est-ce qu'on fait ? Ah oui, c'est un vrai problème, ça. Hein. C'est un problème de sécheresse pratiquement en période de gel. Exactement. Et donc, comment faire ? C'est pas forcément évident. Alors, on peut mettre de la bâche à bulles déjà pour protéger, parce qu'en plus, les racines sont au bord. Et après, comment faire ? Surtout pas mettre d'eau chaude. Parce que je l'ai entendu. Très très bon conseil. Non mais la chose, c'est de justement éviter la prise en glace complète de toutes les plantes qui sont en pot, grand ou petit pot. Et d'envelopper, tout simplement, il a dit avec de la bâche à bulles, mais ça peut être même des paillages ou des choses comme ça, enfin des couvertures protectrices contre le gel pour que les pots, les racines ne prennent pas la glace. Et à ce moment-là, vous pouvez les arroser de temps en temps. Il y a aussi les plantes de la maison, évidemment. Alors, comment t'arroses tes plantes de la maison en cette saison ? Alors, beaucoup moins. Donc, on a un super cactus.
Ah Un, bah un lui, grand on- machin, tu lui, sais, on l'oublie. cierge. Hein. Ah bah là, voilà, c'est ça, c'est pas oublier de l'oublier. Donc ça, c'est important déjà. Et pour le reste, moi, je mets les billes d'argile systématiquement. Donc grande soucoupe, une plus grande que le pot. Je pose mes billes d'argile parce que ça, c'est l'hygrométrie. Et puis sinon, bon, on arrose à peu près, je vais te dire, comme il fait pas trop chaud chez nous, on a une cheminée, donc c'est assez loin de la cheminée, mais la température est pas si régulière que ça. Donc on va dire qu'on arrose toutes les 3 semaines à peu près. C'est toujours difficile, donc encore une fois, le test du doigt ou de la baguette, c'est vous plantez dans le pot. C'est pas la surface 1 cm qui compte, c'est plutôt ce qui se passe autour de 5, 10, 15 cm de profondeur. Là, bon, bah, vous ressentez avec le doigt ou alors avec la baguette. Ben, s'il y a de la terre qui adhère sur la baguette, c'est qu'il y a suffisamment d'humidité. Si elle remonte toute sèche, c'est qu'il serait bien quand même d'arroser. Alors, chose très importante, on ne laisse jamais les pots trempés dans la soucoupe. Comme vous a dit Roland, lui, il les met sur des billes d'argile de façon à ce que le pot, lui, ne soit pas au contact de l'eau. Et on ne confond pas hygrométrie avec arrosage. L'hygrométrie doit être très importante, le plus important possible, comme dans les pays tropicaux. Pour les plantes de la maison, à l'inverse, l'arrosage doit être assez faible. Par exemple, est-ce qu'on douche les plantes ? Alors doucher, tu veux dire avec une douche carrément ? Ouais, ou vaporiser. Ou, Ah, vaporiser, ouais, moi je vaporise, oui, régulièrement. Mais en hygrométrie, oui, moi je douche, je vaporise les plantes, oui. Pour les plantes d'extérieur, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, et ça sera le mot de la fin pour cette chronique, c'est surtout penser à surélever les pots. Parce que il arrive dans justement les régions très pluvieuses, quand il pleut beaucoup, qu'il y ait de l'eau stagnante sur le sol. Et si le pot est en contact en permanence avec l'eau, eh bien encore une fois, les plantes risquent de s'asphyxier. Et il n'y a pas que ça, même dans les régions normales, entre guillemets, le simple fait d'être surélevé va vous permettre d'éliminer réellement l'excès d'arrosage, parce que on dose jamais suffisamment pour qu'il y ait juste l'eau qui reste à l'intérieur du pot. Il y en a toujours un tout petit peu qui sort, mais il faut qu'elle puisse sortir, évidemment. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Nous démarrons l'année, donc il y a forcément des prémices d'actualité, il y a des petites choses qui se passent. Alors c'est pas la grande saison encore du jardinage, mais il y a des trucs intéressants et je pense que tu as une petite nouveauté à nous raconter. Oui, j'ai passé 15 jours pour la trouver quand même, parce que c'est pas évident de trouver des nouveautés en ce moment, et déjà dans le jardin c'est compliqué, mais là en plus. Et j'ai trouvé une société qui s'appelle Bacsac. Oui, alors ça c'est pas une société nouvelle, bien qu'elle Non. soit relativement récente, très intéressante parce qu'ils font, comme son nom l'indique, des bacs en sac. Oui. Et là, ils en ont fait un qui est plutôt sympa, en géotextile, comme d'habitude, ils font toujours pareil, 100% recyclable. Et là, tu fais la découpe à ta dimension. C'est un truc qui fait 25 cm de largeur et de hauteur. Ah, c'est pour de la petite plante alors. Oui, parce que tu vas pas mettre des arbres dedans, mais tu vas pouvoir couper la longueur que tu souhaites. Tu vas pouvoir faire un massif. Un en massif longueur. complet. Quand tu vas sur leur site internet, tu vas découper le besoin. Je voudrais 4 mètres de balconnière. Et tu vas pouvoir faire tes 4 mètres ou tes 10 mètres. En et fait, ils c'est pour t'envoient faire des plantations en randonnion. en randonnion ou en spirale, si tu veux aussi. oui. C'est tout à fait possible de le faire. Et puis, tu peux faire des labyrinthes, tu peux t'amuser comme tu veux sur ta terrasse. Pourquoi pas, après tout. Et donc, tu vas avoir juste la bonne longueur. Ça sera découpé, ça sera cousu. Et tu vas payer juste ce que tu as engagé, en tout cas, comme commande. Et tu as des idées du prix, c'est pas Oui, très oui, bon marché, oui, je oui. crois. hein. Non, 72 € pour 1,20 m. Donc, ça te fait une balconnière. Ah bah non, c'est pas trop cher, parce qu'un pot, ça coûte bien plus cher que ça. C'est plutôt pas mal. En Oui, plus, c'est plutôt pas mal. l'eau passe à travers, donc t'as pas de risque de geler. C'est recyclable et c'est du géotextile. Et donc, on peut calculer la longueur qu'on souhaite. Et puis tu peux avoir aussi des couleurs différentes de tes bacs. Donc ça peut être assez sympa. Et c'est backsac.fr. Bah oui, backsac.com. .com, pardon, .com. backsac.com, oui, oui. Moi j'ai un terreau multi-usage, mais qui est très rigolo au niveau du concept, enfin rigolo, très dans le vent, on va dire, zéro carbone. C'est la Florentès qui fait ça. Il compense totalement les émissions de fabrication grâce, alors à la fois au biosourçage régional, donc les produits sont aussi locaux que possible, et il ajoute ce qu'il appelle green char dans leur langage, donc qui est déposé, mais qui est un charbon comme la terra preta, en fait, Oui. hein, on en avait déjà parlé. Donc c'est un terreau qui est 100% en matière première renouvelable, organique. La marque, c'est Terre et Nature, et il y a une suppression complète de l'empreinte carbone en raison des composants. Vous les cherchez là, donc vous ne les transportez pas depuis la Slovénie ou je sais pas quoi jusqu'en France, non mais Oui, comme ça oui. arrive souvent. Et donc l'idée, c'était ça. Surtout que le green char est un élément de stockage de carbone, puisque ce charbon de bois, lui, va rester dans le sol.
Et il faut savoir qu'un kilo de ce charbon représente 2,7 kilos de carbone stocké. Donc c'est quand même très intéressant. Et puis, quels sont les autres composants ? C'est de la turbofibre, c'est-à-dire de l'écorce de résineux extrudée. Ah oui, donc de pas de tourbe. Ah non, Non, eux, ils ne mettent d'accord. pas de tourbe. De la fibre de bois, donc de l'hortifibre, et puis des écorces compostées, du compost vert, de la terre végétale. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Un coup de cœur pour moi, parce que c'est la maison de la nature et de la pierre sèche. Et c'est au Béni Bocage. Et c'est un copain qui a eu l'idée, qui s'appelle Émeric Le Boucher, qui est paysagiste. C'est une maison qui a été inaugurée au mois de juin l'an dernier par Louis Baudin, tu sais, celui qui fait la météo. Ah ouais. Et oui, et donc il est allé là-bas, il a inauguré. Et là, c'est bien, on va voir les pierres sèches qui sont magnifiques. Ces murs en pierre sèche, c'est de la pierre de là-bas. Donc t'as C'est une un maison, petit ça, peu un jardin brune. Alors il y a les deux. Il y a la maison dans laquelle on va pouvoir faire des découvertes. On va inviter les enfants à découvrir plein de choses. Il y a des expositions régulières. On va pouvoir recevoir des groupes. Il y a même de quoi coucher certains groupes là-haut si jamais on y vient pour longtemps. On va proposer aux entreprises locales aussi de découvrir la nature. Alors la nature dans tous ses sens. D'abord avec la pierre sèche et puis aussi avec le paysage, puisque donc notre ami Émeric Le Boucher, il est paysagiste et donc il développe avec son entreprise de paysage des méthodes plus saines. Ils ont arrêté par exemple la bâche de paillage. C'est fini, terminé. Pourquoi ? Parce qu'il s'est rendu compte que ça faisait des petits fils en plastique et ça gênait les oiseaux. Donc il a viré ça. Il met simplement plus de paillage. Il essaye de proposer des arbres complètement adaptés lorsqu'il fait ses jardins. Donc voilà, c'est vraiment une initiative intéressante. Donc là, la maison de la nature et de la pierre sèche, c'est 28 Le Hamelpin au Béni Bocage et c'est à Soulevre en Bocage dans le 14. C'est-à-dire le 14. Calvados. Voilà, c'est ça. J'avais un Il doute. était pas. Il était pas. Moi, j'aurais pour terminer nos coups de cœur un attractif pour rongeurs à base de cacahuètes et de caramel. Alors, c'est pour éviter l'utilisation des produits chimiques au niveau de la dératisation. Bon, c'est pas forcément mieux parce que ces attractifs, ça sert à quoi ? Ça sert à les mettre dans des pièges et après, une fois qu'on a piégé les rats, je sais pas trop ce qu'on en fait. Bon, mais ça... Non, mais bon, l'idée, c'est quand même de changer les méthodes aussi de dératisation. On avait parlé de ces rats. C'est indispensable de lutter contre les rongeurs tellement il y a une prolifération. Mais là, l'idée, c'est d'utiliser ces produits qui vont les attirer dans les pièges. C'est généralement les professionnels qui les utilisent. Alors maintenant, je sais que je vous ai gonflé avec mes rats. On va se reposer 2 secondes avec une page de publicité. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre 2 cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies. Eh bien, de nouveau, dring, monsieur Roland. Oui, c'est Seb qui nous demande, est-ce que pour limiter les mauvaises herbes dans la pelouse, il faut couper court régulièrement ou à l'inverse ? Est-ce que garder une herbe plus haute, 10 cm environ, permet de bloquer les rayons du soleil et donc la levée des mauvaises herbes ? Tatatin. C'est une réflexion qui est pas mal, qui n'est pas exactement correcte, on va dire, sur le plan de l'efficacité. Le fait de ne pas tondre trop ras permet effectivement que les différents brins de gazon s'ombragent les uns avec les autres et résistent mieux déjà à la chaleur en été. En été, vous n'allez pas tondre votre pelouse rasibus, vous allez essayer de tondre un petit peu plus haut. 10 cm, oui, c'est pas mal. La tonte moyenne en France, elle est autour de 7 cm. Bon, les Anglais, eux, ils tondent à 3 cm. C'est pour ça que c'est beau aussi, la pelouse. Quand elle est très rase, très bien entretenue, très verte, très jolie, bon, ça fait vraiment un beau tapis. Après, au niveau de la pousse des herbes indésirables, parce que c'est compliqué de dire des mauvaises herbes dans l'herbe, quand même. Hein. Donc, si, on va dire les mauvaises, c'est celles qu'on veut pas. Bon, par exemple, c'est vrai quand même qu'avoir des chardons Oui, dans la pelouse, c'est pas franchement sexy. Enfin, à 10 cm. Oui, c'est vrai qu'ils peuvent quand même pousser au ras du sol. Oui, Ah oui, oui, c'est oui, vrai. il y a des cirsiums qui Oui. poussent très très rare. Oui. Et qui poussent même sous la tondeuse.
Donc ceux-là, il va falloir les enlever, mais c'est facile à enlever, parce qu'ils ont des racines pivotantes et on les voit. Après, ce qui est plus compliqué, c'est des herbes qui normalement ne devraient pas faire partie d'une véritable pelouse de gazon, comme par exemple les trèfles, comme les lotiers, les petites choses comme ça, donc que l'on n'a pas envie de voir. Les plantains, c'est pas très joli non plus. Les pissenlits, ça peut être magnifique, ça peut faire une pelouse très sexy, mais c'est pas un gazon. Ah oui, Voilà. ok, voilà, c'est ça la Donc, réflexion. il faut- C'est dire les herbes indésirables, c'est que ce n'est pas un mélange de graminées. Oui, de graminées sélectionnées, parce que Sélectionnées, le chien-dent oui, fait exactement. également partie des herbes qui se voient comme le nez au milieu de la figure Oui. dans un beau gazon. Donc, on a envie de les éliminer, mais ça sera jamais suffisant, à mon avis, simplement en faisant une tonte haute. Hein. Et je pense que c'est un débat illusoire, pour ma part. En tout cas, je sais que tu n'es pas trop d'accord là-dessus, mais pour moi, c'est une pelouse et c'est pas un gazon. Parce que lorsqu'on habite dans un lotissement à la campagne, etc., où il y a des herbes hautes qui vont envoyer leurs petites graines de ça, de là dans ton gazon, eh bien, ça devient une pelouse. C'est très joli une pelouse, même si on peut avoir du trèfle à l'intérieur. Alors, On parle d'espace vert et pas de gazon. toi, tu parles de ça, mais il y a des gens qui veulent avoir un gazon. Et ce que tu dis n'est pas totalement exact. Quand on tond très régulièrement et très ras, et notamment avec les robots de tonte, la germination des herbes indésirables ne se fait pas lorsque la pelouse est vraiment bien dense. Et même la mousse ne vient pas. Donc c'est aussi une autre manière de travailler, c'est de se dire je tonds, je tonds, je tonds et je fais un véritable gazon. Mais on peut effectivement se dire que c'est une vraie galère. Nous, par exemple, dans notre jardin, nous n'avons pas de pelouse. Il y a une raison majeure, c'est que c'est très compliqué à faire une pelouse comme nous, on souhaiterait l'avoir, c'est-à-dire de l'avoir comme le Parc des Princes. Bon. Je pense que c'est une des choses les plus techniques à faire, la pelouse, Total. au sein du jardin. Évidemment. Et donc, c'est très compliqué. Donc, autant avoir une pelouse qu'un gazon. Voilà. Eh bien, écoutez Roland, parce que souvent, il a raison, et ça, c'est vrai. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin. Nous allons avoir un chouchou hivernal qui s'appelle tout simplement le chou ou les choux, qui sont des plantes quand même très intéressantes au potager en cette saison, du fait de leur rusticité et du fait aussi que dans certaines régions, et notamment plus on va vers l'Est, plus c'est la réalité, ça fait partie des bases alimentaires des populations. Par exemple, si vous allez en Pologne, les gens ont une nourriture qui est vraiment très basée sur les choux, et notamment pendant l'hiver. Quel chou tu cultives dans ton jardin? Wow, alors là, c'est vaste parce qu'on en a testé pas mal. J'ai mis dans la serre du chou blanc. Dans la serre. Ouais, dans la serre, parce que c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des petits coups de froid quand même. Je les ai plantés, on va dire, c'était au mois d'octobre, fin octobre. Ah oui, c'était très très tard. Et alors, ils se sont fait manger, j'arrive pas à déterminer par quoi, quand ils étaient jeunes. Et puis là, ça y est, ils commencent à prendre un petit peu leurs aises. On a testé quand même pas mal de choux. Parce qu'en ce moment, normalement, c'est les choux de Milan que l'on a dans Oui. les jardins, qui ont été semés plutôt à la fin du printemps, parce que la culture du chou est longue. Ça prend Oui. son temps, le chou, pour grossir. Hein, voilà. Et puis, en hiver, ils ont des belles grosses pommes qui sont généralement assez résistantes au froid. Mais quand on a des fortes gelées, est-ce que tu fais quelque chose? Non, l'intérêt du jardin, c'est aussi d'en profiter et de pas se mettre des corvées sur le dos. On parlait du gazon, on va parler s'il faut en plus protéger les choux, ils ont qu'à se débrouiller. On a toujours beaucoup de choucal. Pourquoi? Parce que d'abord, il est décoratif, il est sympa, il va fleurir, il est bisannuel, il va nous faire une floraison jaune. Donc, disons le magnifique. chou frisé, hein, parce que Ouais. le chou quel, bon, Oui, bon. non, mais ça n'a pas beaucoup de sens. C'est vrai, pourquoi? Quel, c'est aussi le chou frisé en anglais. Quoi. Oui. Donc ça veut dire le chou frisé, quoi, globalement. Ah oui, bon, en tout cas, il est beau, on est d'accord là-dessus. Ah oui, Bon, surtout quand il est violet. Et il est très bon. Ah oui. Ah oui, à l'apéro, fruits bien sûr. Oui, des chips de chouquel. On les découpe en petits morceaux, t'enlèves évidemment le machin du milieu. Le machin du milieu. Oui, qui est un petit peu dur, Ça la s'appelle nervure nervure, centrale. voilà. Oui, oui. Donc oui, c'est ce que je dis, le machin du milieu. Et donc tu découpes en petits morceaux, tu mets au four, je crois que c'est 200 degrés. Il faut pas que je dise de bêtises, c'est Marilyn qui s'en occupe. Un petit coup de sel dessus, et ça te fait des chips de choucal à tomber par terre. Et des chouquettes. Non, les chouquettes, non. Tu fais pas la chouquette. Bon, alors, il y a beaucoup de choux. Au point de vue botanique, c'est Brassica, Oleracea pour certains. Brassica, ça fait la famille des brassicacées. On a beaucoup de choses dans les brassicacées, ne serait-ce que, par exemple, les radis également, les navets qui font partie de ces plantes. C'est une bisannuelle, le chou. Donc, on va le semer la même année qu'on va le consommer. Parce que si vous laissez passer tout l'hiver, l'année prochaine, c'est les feuilles. Enfin, les fleurs. Les fleurs, très jolies, hein, les fleurs. Ah oui. Mais oui, sur le chou frisé, eh bien les fleurs, c'est magnifique quand ça arrive à la fin, ça fait des grappes de fleurs jaunes qui sont très très jolies. Alors j'ai vu que tu
cultivez parfois le chou d'Aubenton. Oui, nous avons essayé pendant à peu près 2 ans et demi. Et pourquoi ? Parce qu'il a gelé et donc il est vivace. Voilà, c'est ça. Et oui, c'est ça l'intérêt par rapport aux autres. Un chou qui a une tenue assez importante. Il a tendance à monter, donc on était obligé de mettre des tuteurs pour le tenir. Et donc on récolte ses feuilles régulièrement. Alors nous qui ne faisons pas de potager mais qui aimons bien l'ornement, il y a certains choux d'ornement. Alors le chou de base d'ornement qu'on a à l'automne, mais aussi il y a des très grands choux, feuillage panaché, des plantes qui sont très très intéressantes et que je vous conseille, et je vous mettrai une photo sur la partie vidéo, comme ça vous pourrez le voir en détail. Alors, quand est-ce qu'on sème les choux ? Au printemps déjà, et puis on peut les semer même assez tard, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et alors juste un truc, c'est que ça pousse bien, quoi. Le semis est assez facile. Même pour un néophyte, si on veut tester... Ça lève. Ah oui, ça lève facile. Ah oui, il faut repiquer, ça c'est un peu l'inconvénient. Repiquer, ça veut dire qu'on reprend et on le remet en place là où on le souhaite. C'est la grande mode aussi, ça, le semis direct. Est-ce que ça fonctionne sur le chou ? Je ne sais pas du tout, j'ai pas Tu essayé. fais du repiquage systématiquement. Oui. Moi, je conseille aussi. Bon, les graines, vous pouvez les garder un certain moment, parce que la faculté germinative, c'est autour de 4 à 5 ans. C'est la levée, comme disait Roland, c'est 3 à 5 jours, donc c'est rapide. Oui. Et on a une culture longue, puisque en fait, les choux d'été, ça va demander environ 4 mois entre le semis et la récolte, et les choux d'hiver, c'est 6 à 7 mois. Donc, vous avez quand même le temps d'en profiter, et surtout il faut de la place suffisante pour pouvoir se dire je vais occuper le terrain avec mes choux pendant tout ce temps-là. Vous pouvez semer dès le début ou le milieu du mois prochain. On va pouvoir semer en février, donc ça on le fait à la maison ou idéalement dans la serre, en terrine, et puis après vous allez les repiquer directement en place. Donc les semis pas trop profonds, à la graine, il y en a à peu près 300 graines au gramme sur le chou, donc vous allez semer à 2-3 cm, et puis au départ, si vous avez fait un semis en rang, bon là vous pourrez récupérer tous pour le repiquage. Si vous faites un semis à la volée, vous avez tout intérêt à faire une sorte de petit démariage ou éclaircissage après la levée, et 5-6 cm vous gardez, et puis dès que les plantes vont avoir 3 à 4 feuilles, c'est là qu'on fait le repiquage. Alors, est-ce que tu les mets n'importe où, toi, dans le jardin ? Eh ben, j'en mets de moins en moins, je vais te dire, parce que nous avons eu des déboires avec nos choux. Altises. Oui, avec l'altise, et ça fait... pas l'été dernier, on était peinards, il n'y a eu que de la flotte. Donc les altises n'aimant pas la flotte, et donc... mais les choux ont pourri, quoi. Oui, c'est ça. Bon, tu peux pas tout avoir. Hein. Et donc, pendant qu'il a fait très très chaud, donc il y a 2 ans et il y a 3 ans, eh bien, on a perdu énormément de choux. On ne savait plus quoi faire, donc j'avais mis des filets anti-insectes. Oui. Alors, on arrose bien quand on a des altises, qu'on rappelle, c'est des petites bestioles. Et alors, elles font des micro-piqûres, mais il y en a partout. Ouais. On arrose bien pour qu'elles se barrent. Et puis après, tu mets le filet. Mais rien du tout, il en reste quand même. Et donc il y a un truc qui existe, ça s'appelle les insecticides, mais c'est évidemment, ils ne les utilisent pas, même s'ils sont naturels. Alors, les choux, sol plutôt humifère, compact, plutôt argileux, même légèrement calcaire. Donc, normalement, le jardin de Roland serait tout à fait propice pour ça. En revanche, attention à l'excès d'humidité, parce que je l'ai dit sous le ton de la plaisanterie par rapport à l'année dernière que ça pourrissait, mais ça pourrit facilement le pied du chou. Donc attention. Et puis, partant trop pluvieux également, la pomme a tendance à s'éclater, à se fendre. Pour terminer notre petite rubrique, quand même, 2 mots sur 2 choux qui sont extraordinaires. Le romanesco. Oui, chou romanesco qui est beau. C'est un brocoli, c'est ça. Il est superbe. Bon, et compliqué à avoir quand même quand il fait trop chaud, justement. Il est vraiment très attaqué par les altises. Donc là, c'est un peu le problème pour lui. Alors tu sais que c'est un chou mathématicien. Ah bon ? Pourquoi donc ? Parce que ça fait comme des petites pyramides. Oui. Et en fait, pour les mathématiciens, ils comprendront ce que c'est. Moi, je suis un nul en mathématiques. Ce sont des fractales. Voilà. Donc, ça peut se faire en équation de calculer la tête du chou romanesco. Il y a même un livre sur la mathématique des plantes. Un jour, je vous en parlerai peut-être parce que quand j'ai envie de vous bourrer un peu le crâne de temps en temps. Et puis, on va parler quand même des choux chinois. Ça marche bien. Oui. Mais c'est très bon en plus. Ça se cultive facilement. Oui. Donc, il y en a 2 qu'on cultive couramment, le petsai et puis le pak choi, qui sont des plantes que l'on va avoir en culture beaucoup plus rapide que les choux, puisque entre 6 et 10 semaines après le semis, ça fonctionne. En revanche, là, c'est des semis beaucoup plus tardifs, puisqu'on va semer vers juillet-août, et on enterre à peine les graines, à 0,5 cm, ça sera suffisant. Question de Sébastien. Pourriez-vous me dire s'il existe un engrais pour arbustes à croissance ultra rapide ? J'ai rien compris. J'ai strictement rien compris. Parce que est-ce que cela voulait dire que Sébastien veut que ses plantes à croissance ultra rapide poussent encore mieux ?
Je vois pas l'intérêt de l'engrais si ça oui. pousse à une vitesse ultra rapide. Ou est-ce qu'il veut un produit qui fasse pousser les plantes de façon ultra rapide? Un engrais, c'est fait pour nourrir les plantes. C'est fait pour leur permettre de s'adapter à un sol qui serait pas forcément idéal. C'est fait aussi pour récupérer la quantité nutritive qu'il pouvait y avoir dans le sol qui a été exportée par des cultures régulières comme au potager par exemple. Mais en aucun cas, c'est fait pour booster la culture. Une plante ne peut pas absorber plus qu'elle en a besoin. Quand on met trop d'engrais, par exemple, dans des conditions défavorables, qui sont généralement une plante stressée sur le plan hydrique, une plante qui a soif, vous lui mettez de l'engrais liquide, elle pompe tout, ben là, elle se prend une indigestion, et à ce moment-là, elle crame. Donc ça veut dire que le métabolisme de la plante n'est pas fait pour la suralimenter. Quand il y a des gens qui nous disent « oui, vous avez des plantes qu'on trouve, elles sont forcées à l'engrais », mais non. Une plante, vous ne pouvez pas la faire plus qu'elle ne peut. Alors bien sûr, il y a des techniques quand même, on avait parlé de ces énormes citrouilles de plusieurs centaines de kilos qui sont des monstres un petit peu, mais dans nos jardins, dans nos potagers, on ne travaille pas comme ça. Enfin, je pense que tu ne travailles pas comme ça. Du tout, et puis une plante qu'on appelle à croissance lente, t'as beau la bourrer d'engrais, et elle reste à croissance lente. Oui, on vient de dire pour les choux. Mais oui. S'il faut 6 mois pour faire un chou d'hiver, vous allez pouvoir mettre tout l'engrais que vous voulez, ça fera en 3 mois. Non, ça marche pas. Et puis si je prends le bambou par exemple qui pousse très vite, qui pas peut besoin pousser d'engrais, très vite, hein. oui, on est un peinard, il n'a pas besoin d'engrais. Donc finalement, la question est ambiguë, d'autant que c'est deux choses différentes. Il y a la croissance et puis il y a le besoin de nourriture. Donc le besoin de nourriture, toutes les plantes l'ont. Par contre, elles ont une croissance, elles vont à leur vitesse. Alors en revanche, on peut accélérer la croissance d'une plante en augmentant la lumière et le CO2. Mais ça, personne ne le fait dans son jardin, évidemment. Mais en laboratoire, on peut le faire, puisque la plante, grâce à la photosynthèse, plus elle va avoir de lumière et de gaz carbonique, et plus elle va pouvoir pousser très vite. Alors, je pense que c'est le moment de se prendre un petit café, quand même. Ah, non, quand même. Alors, on se retrouve tout de suite, après une petite page de publicité. Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte ? Avec EasyBio, c'est gagné. EasyBio vous conseille et vous accompagne en vidéo directement dans votre jardin. Découvrez une gamme complète de fertilisants pour vos plantes d'intérieur et d'extérieur, votre gazon et votre potager. Après application des produits, vos végétaux sont mis dans des conditions idéales de développement. Plus de floraison, plus de récoltes et un beau gazon. Tous nos produits sont fabriqués en France, en Bretagne. Ils sont élaborés à base de matières naturelles et conditionnés dans des emballages éco-responsables. Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Que vas-tu faire, mon cher Roland, cette semaine, enfin du moins la semaine qui vient, dans ton jardin? Tu t'es reposé pendant 15 jours, tu as fait la bringue. Le jardin doit être... Non, pas en ce moment, il ne va pas être dans un état catastrophique. Non, ça pousse pas, je te rassure. Ça pousse, c'est assez moyen. Donc je vais déjà faire un truc, c'est qu'on m'a offert un beau phalaenopsis. Alors, ça les cadeaux, il faut que j'en parle. Hein. Si vous voulez me faire des cadeaux, arrêtez de m'offrir des plantes, mais quand même, je les prends. Voilà, vous avez tout compris. Oui, et donc, phalaenopsis, bien sûr, on n'y a pas échappé. Oh, Rodin, comme il y a, regarde, j'ai cru que ça te ferait plaisir. Oh, mais bien sûr, j'ai pas de phalaenopsis à la maison. Je découvre, mais quelle belle plante. Et donc, là, déjà, entretien, parce qu'on va essayer de la conserver. Ben oui, parce que quand la tante reviendra, il faudra montrer quand même le phalaenopsis. T'as vu comme il a poussé. Donc, il faut bien l'entretenir. Alors, ça pousse pas vraiment beaucoup. L'intérêt du phalaenopsis, c'est d'essayer de le faire refleurir. Ou du moins, aussi, de conserver la floraison le plus longtemps possible. Parce que ça peut être énorme. Nous, on a eu des phalaenopsis qui ont fleuri plus d'1 an. Sans discontinuer. Oui. C'est le gros avantage de cette plante qui est quand même assez exceptionnelle au niveau de ces hybrides aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu leur fais de spécial, toi? Déjà, les mettre dans la cuisine. Pourquoi? Parce que la cuisine est moins chauffée chez nous. Ça veut dire que la nuit, devant la fenêtre, bien entendu, ils auront peut-être un petit peu plus de fraîcheur. Donc ça va aider pour la nuit. Pas bonne idée. Ah bon? Pourquoi donc? Parce que quand il est en fleur, le phalaenopsis, il doit avoir une température minimale de 18 degrés. Quand il est, en revanche, défleuri, là oui, on va le mettre dans un endroit plus frais pour qu'il ait une période de dormance qui va permettre de reproduire de nouveau des hampes florales. Mais quand il est en fleur, lui, on le laisse autour de 18, 20, 22 degrés. C'est vraiment l'idéal. L'intérêt de la cuisine, c'est l'hygrométrie naturelle. Quand on fait bouillir de l'eau,
on a de la vapeur d'eau qui s'échappe, et là, forcément, on augmente l'hygrométrie. Et là, la plante, elle est très bien. En revanche, il y a une autre orchidée qui s'appelle le cymbidium, qui lui peut apprécier, même quand il est en fleur, une température qui va être entre 12 et 18 degrés, par exemple. Donc il faut, en fonction des pièces, effectivement, choisir les plantes que vous allez y installer. Alors, à l'extérieur, qu'est-ce que tu nous fais ? Contrôler les protections, parce qu'il y a quelques plantes qui sont protégées, pas toutes. Elles n'ont qu'à se débrouiller. Donc, Ou tu les mets dans la serre. ou dans la serre, voilà, c'est exactement ça. Bon, les méditerranéennes que nous avons sont dans la serre. Par contre, il y en a quelques-unes qui sont protégées avec le froid. Il faut juste contrôler les voiles d'hivernage. Est-ce que tout tient bien ? Est-ce qu'il n'y a pas un petit coup de vent qui s'est mis dedans ? Voilà, Oui, parce que de temps en temps, on se dit, tiens, on a mis un voile d'hivernage, bon, là, on est tranquille, la plante, elle... Oui, sauf qu'il est à moitié ouvert, et du coup, le froid s'engouffre. Non, mais on plaisante, mais il faut quand même, effectivement, regarder, c'est un bon conseil, de bon sens, tout simplement. Il y a des tailles, quand même, en ce moment. Ah oui, il y a les tailles, et puis je te montrerai en vidéo mon beau broyeur, je suis content, roi des forêts. Oui, ça y est, j'ai quand même... On veut voir le broyeur. Un broyeur électrique, donc ça c'est du bonheur. En fait, il n'y a plus rien dans le jardin, il y a tout broyé. Voilà, j'adore ça. Alors, faut que je fasse gaffe parce que du coup, je taille exprès pour mettre dans le broyeur. T'as une tronçonneuse ? Oui, ça y est. Oh là là. Vous imaginez pas, tronçonneuse plus broyeur, vous devenez une sorte de phénomène, vous avez une sensation de puissance. Je suis le maître du monde dans mon jardin. Alors, deux tronçonneuses, une grande donc à moteur, je vais pas dire la marque parce que thermique, je vais pas dire la marque parce que c'est Husqvarna donc ça se dit pas. Et puis une autre électrique, pourquoi ? Parce que la petite électrique c'est quand même plus pratique. 3 kilos, tu vois. Oui, à batterie, ça se recharge facilement. Le guide est relativement petit, mais c'est passe-partout et là ça permet de tailler, de remettre un peu d'ordre dans le jardin. C'est pas vraiment de la taille, c'est plutôt du nettoyage, on va dire. Il y a quelques tailles à faire, mais on y viendra après. Bah oui, je vais y venir tout de suite, voilà. D'ailleurs, parce qu'il va falloir quand même faire la taille des arbres fruitiers à pépins. On est encore vraiment dans la bonne période de dormance. Donc décembre et janvier, c'est vraiment les 2 mois pendant lesquels on va se concentrer sur la taille des arbres fruitiers à pépins. Évidemment, si vous avez des pommiers ou des poiriers plein vent, qu'on appelle, c'est-à-dire de forme naturelle, on n'y fait rien du tout, sauf enlever le bois mort, soit... S'il y a des branches vraiment trop gênantes les unes avec les autres, on peut éventuellement éclaircir un petit peu. Ça s'appelle de l'élagage. Toutes les formes, en revanche, qui sont fabriquées, qui ont des formes déterminées, que ce soit des fuseaux, des quenouilles, des gobelets ou des palmettes, des cordons, eh bien ça, on pratique une taille fruitière. Il y a 3 vidéos sur News Journal TV qui vous expliquent en long, en large et en travers comment réaliser la taille fruitière. Je vous propose de vous y reporter parce que je crois qu'elles sont très bien faites. Il y en a même qui ont énormément de succès. Donc c'est même d'ailleurs, je crois, notre numéro 1, la taille fruitière. Donc vous avez regardé, ça va être très très bien. Taille de la vigne, peut-être encore un petit peu tôt. Moi je vous conseille plutôt d'attendre la fin du mois, le début février pour la taille de la vigne. Il ne faut pas y aller trop tard non plus parce qu'après il y a les pleurs. Idem, il y a 2 vidéo cette fois sur la taille de la vigne parce que trois aussi parce qu'on a été aussi en Champagne d'ailleurs c'est intéressant de voir comment les tailles se font différemment en fonction des régions et là vous verrez vous comprendrez la taille de la vigne qui est extrêmement différente de la taille fruitière des pépins. Il y a un truc que tu m'as marqué, la gestion encore le broyeur. La gestion du sapin de Noël. Mon broyeur. Oui, le sapin de Noël, que va-t-on en faire ? Avant, je le coupais, je gardais les branches, etc. pour poser en forme de paillage. Maintenant, je mets tout dans le broyeur. C'est du bonheur. C'est du bonheur à ce point-là. Oui, non, mais écoute, c'est bien. On va quand même pas le mettre à la poubelle. Les citadins ont fait la même chose que toi, sauf que c'est pas nous qui le broyons. C'est-à-dire qu'on le donne à la municipalité qui se charge de le broyer. Soit ils le mettent dans l'usine de compostage, soit ils le réincorporent dans les espaces verts. À Paris, ils le font ça très bien depuis plusieurs années. Roland vous a parlé des protections hivernales. Il y a une chose qui est importante, c'est d'abriter les camélias des vents dominants. C'est peut-être encore un tout petit peu tôt, mais dans le courant du mois de janvier, souvent, vous avez des boutons de camélias qui vont se mettre à sécher et à tomber avant que la fleur s'épanouisse. Eh bien, c'est essentiellement lié à l'effet desséchant du vent. Et ça, il faut s'en méfier. Quand on vous dit de planter un végétal à l'abri, généralement, c'est à l'abri des vents. C'est-à-dire que dans un angle de mur, au pied d'une haie, au cœur d'un massif. Et là, ce que je voulais vous conseiller, c'est de planter à proximité de vos camélias dans le sens des vents dominants. En France, généralement, c'est ouest-est, quand même, la plupart des vents. Donc, côté ouest, on va dire,
un arbuste à feuillage persistant costaud, style un petit conifère, un andina, etc., de façon à ce que lui fasse un effet brise-vent. Et vous verrez la différence tout de suite au niveau du comportement de votre plante. On a parlé de l'arrosage des plantes en pot tout à l'heure, donc on ne va pas y revenir. On a déjà parlé aussi précédemment dans d'autres émissions du bouturage à bois sec, ça se fait encore. Et puis, on va commencer peut-être à s'amuser, à semer des petites choses à l'intérieur, pourquoi pas. On peut trouver des graines dans le commerce de ficus, de bananiers, de bégonias à feuillage, de papyrus, de sensitive. Tout ça, vous pouvez faire ça avec vos enfants dans la maison et c'est vraiment sympa. Nous allons lire, nous allons surfer et nous allons faire un surf dans lequel je vais hurler de rage, mais je laisse d'abord Roland vous en parler avant de vous donner mon sentiment courroucé. Alors, je vais essayer de vous le mettre dans de bonnes conditions pour qu'il râle. Il s'agit d'un produit pédagogique réalisé par la Société nationale d'horticulture de France. Voilà, donc ça, j'ai bien pesé les mots, ça devrait le faire. Et son nom, eh bien, Patrick va vous le donner en direct. Il s'agit de... Ils ont appelé ça, ces imbéciles, Seasons of Garden. Vous êtes la Société nationale d'horticulture de France, nationale et de France. Vous êtes une société savante. Vous êtes des gens qui prônez le développement intellectuel des jardiniers. Et vous nous faites Seasons of Gardens. Mais de qui on se moque? Non mais, Pardon. je suis désolé, c'est inique. C'est-à-dire que c'est pas possible qu'une société savante française qui veut développer notre culture aille de l'autre côté de la Manche pour trouver des mots qui sont d'une simplicité absolue. Les saisons du jardin, c'était quand même pas mal, non? C'est déjà pris, les 4 saisons du jardin. Et les 4, mais les saisons. Oui, c'est ça. C'est Ou jardin au fil des Seasons of saisons. Garden. Mais moi, je vais vous en faire 2000 titres. Alors, on va revenir au produit, puisque nous sommes début janvier, Oh. nous sommes tous heureux Je d'être râle. début janvier. Vous avez une application avec des mini-jeux. C'est essentiellement destiné aux enfants. Donc, il y a un petit rouge-gorge, un Red Robin. Bird, Red Robin. Red Robin qui est là et qui va vous montrer the health of the plants and the water. Et donc voilà, donc il y a la gestion de l'eau, il y a des petites questions pour savoir comment ça pousse, comment on fait pour protéger le sol. Et Donc, puis à part ça le se titre, met- c'est quand même bien fait. c'est pour les gamins quand même. J'ai eu un petit peu de mal déjà au départ à rentrer dedans, à trouver les questions, mais après les questions me semblent sympathiques pour un gamin. Ça permet de t'alerter et te dire, bah oui, voilà comment on fait pour la protection du sol. Ça alerte, hein. Protéger le sol, pourquoi, comment, bah, ça peut poser des questions. Ouais. C'est une bonne approche pour les enfants, saison par saison, puisque ça doit bouger. Le produit va évoluer, donc l'application Bon, va bah, faites évoluer. évoluer le titre, ça nous fera plaisir, on arrêtera de gueuler. Je vais pas gueuler, je vais faire l'inverse. Je vais encenser. Ah, Je alors. vais aller au pinacle du monde du jardin avec un livre qui présente un des plus beaux jardins privés de France qui s'appelle Le Jardin de Pélinac. Ce livre qui a été écrit carrément par la personne qui a créé le jardin, comme ça au moins vous êtes sûr que là-dedans il n'y a pas de bêtises et que tout y est authentique, est le deuxième livre qu'a fait monsieur Jean. Il s'appelle Gérard Jean et oui, c'est Gérard son prénom et c'est Jean son nom. C'est un fabuleux jardinier. C'est quelqu'un d'ailleurs qui n'était pas jardinier, il était graphiste. Alors, en plus, c'est lui qui fait ses bouquins. Je peux vous dire, il fait ses photos aussi. Ah Vous ouais. pouvez regarder. Ah ouais, non mais c'est topissime, c'est élégant. Vous avez le jardin à tous les moments, vous avez toutes les plantes. Et là, c'est là qu'on voit le vrai jardinier. Tous les noms de toutes les variétés qui vous sont présentées, c'est indiqué. Donc ce livre, c'est pas simplement la beauté des yeux, c'est aussi le moment où vous allez apprendre énormément de choses grâce à quelqu'un qui a créé, encore une fois, un jardin exceptionnel. Alors, le site en lui-même est exceptionnel aussi, c'est-à-dire que c'est une baie en Bretagne, hyper abritée. Il arrive à cultiver des plantes d'Australie, d'Afrique du Sud, etc. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir... Voilà, regardez ça, regardez ce jardin, bon sang. On va vous le montrer vraiment sur la vidéo en long et large et à travers. C'est un livre qui est chez Ulmer. Il vaut
35 €. On vient de passer la saison des cadeaux, mais il y aura toujours un anniversaire, il y aura toujours quelque chose à fêter. Si vous avez un ami jardinier dans votre entourage à qui vous voulez offrir un cadeau, c'est une super idée. Et nous allons avoir encore une autre super idée. Je vous le dis tout de suite, nous allons aller dans ce jardin faire un reportage, ou même d'ailleurs je pense plusieurs parce qu'il est énorme, au printemps, vers la fin du printemps, et on vous mettra ça à la fin de cette année. Donc restez avec nous jusqu'à la fin de l'année, vous êtes sûr. J'ai encore un beau livre. Mais là, je voulais aussi un petit peu râler. Gentiment. Gentiment. Regardez ce beau livre. Auprès de nos arbres, d'Édith Montel et Benjamin Stassen, chez Delachaux et Niestlé. C'est un livre qui vous est quand même vendu 39,90 €. Regardez-moi cette couverture pitoyable. Mais non, un livre, c'est quelque chose qui doit durer. On fait un beau livre bien cartonné, comme celui-là, dur, avec une jaquette. Et à ce moment-là, on a quelque chose de bien. Bon, ça n'empêche que ce bouquin, il est quand même extrêmement intéressant, parce que ça vous retrace toute l'histoire symbolique des arbres. Il y a des documents là-dedans qui sont vraiment de très très belle qualité. Les photos sont peut-être un tout petit peu moins bien mis en valeur que je l'aimerais, parce qu'on a tendance à utiliser des papiers mat actuellement, et ça ne met pas les photos vraiment vraiment en relief. Mais il y a des très beaux documents là-dedans. C'est quand même très très bien. On vous explique quel est le rôle de l'arbre au fil des siècles. Comment l'arbre est devenu le compagnon indispensable des humains dans la culture, jusqu'à l'apprentissage de l'écriture. Au début, on écrivait sur des écorces, sur des éléments de l'arbre. Et puis, aujourd'hui, maintenant, l'arbre qui devient un élément majeur des politiques environnementales. Et il est normal que quand tu fais un livre sur l'arbre, tu prennes du papier recyclé. Mais on s'en fout. Non mais franchement, le papier, ça vient pas des forêts. Le papier, ça vient des cultures d'arbres gérés. Donc, qu'on recycle le papier pour en faire des couches pour bébés, pour en faire du papier dans lequel on écrit nos petites histoires, bien entendu. Mais un livre, c'est quoi ? Un livre, c'est un produit, c'est quelque chose qui doit durer longtemps, qu'on doit mettre dans sa bibliothèque, et nos arrière-petits-enfants seront heureux de l'avoir. Là, vous ne l'aurez pas, parce qu'il aura été détruit avant. Et c'est quand même dommage, parce qu'en plus, c'est une mine culturelle, ce livre. Donc, dommage, mais si nos amis de Delachaux et Niestlé pouvaient faire une édition collector, peut-être un petit peu plus cher, évidemment. Vous allez me dire, oui, c'est de l'élitisme, etc. Non, un livre, c'est un produit que l'on a pour longtemps et qu'on se garde précieusement dans une bibliothèque et que l'on aime. Moi, j'aime les livres, et tant qu'à faire, qu'ils soient beaux. Douchka nous pose une question, et justement, elle s'est dit, tiens, je vais interroger Patrick sur les arbres. Peut-on tailler un noyer? Si oui, à partir de quel âge et comment? Alors, je pense que la question, elle est mal posée. Parce que peut-on tailler un arbre? Oui. La bonne question, c'est dans quelles conditions je dois, à un moment donné, tailler ou pas un arbre? Dans la nature, l'arbre, il se développe tout seul. Dans le jardin, s'il est un peu mal placé ou mal positionné, il pousse un peu trop à droite, un peu trop à gauche, on va le rééquilibrer. C'est vrai quand même que pour défendre un peu Douchka, c'est qu'on entend beaucoup et on lit beaucoup un peu partout qu'il ne faut jamais tailler un noyer. Ça, je l'ai déjà lu plusieurs fois. Alors c'est pour une raison purement physiologique de la plante. Surtout quand ils sont jeunes, les noyers sont composés de cellules creuses qui donnent un bois extrêmement tendre qui s'habille mal, surtout s'il est coupé n'importe où, il va faire des crevasses assez profondes. Et ça favorise le développement des maladies, notamment une maladie terrible pour les noyers qui s'appelle la maladie de l'encre. Donc, il faut systématiquement couper le plus près possible au-dessus des yeux, de manière à ne pas laisser de chicots. Ces chicots qui sont donc des petits morceaux qui vont noircir et qui seront des portes d'entrée éventuelles pour des parasites. Il y a aussi une chose, un peu comme pour la vigne, c'est qu'un noyer qui est taillé trop tard, notamment en saison, ou qui est coupé sur des grosses branches, il va pleurer. Pleurer, c'est quoi? C'est un écoulement, un peu comme de la sève brute de la plante, mais qui est vraiment fatigant pour la plante. Donc si vous avez besoin de tailler plutôt fin d'été, début d'automne,
lorsqu'il va y avoir le phénomène de sève descendante, pour éviter les pleurs. Ça, c'est ce qu'on fait aussi avec les arbres fruitiers à noyaux. Est-ce que tu as des conseils à nous donner là-dessus ? La taille peut se faire lorsqu'il est jeune, pour une taille de formation, pour diriger quelques branches, parce qu'en plus, quand il est jeune, il va supporter beaucoup plus facilement la taille. Une fois que cette taille de formation est faite, après, ça sera de l'élagage. On ne peut pas parler de taille. On a une branche qui nous gêne éventuellement. Il faut y aller doucement dans tout. l'élagage. Alors, sur les jeunes, je disais, quand même, attention, c'est là, lorsque le bois est tendre et jeune, que les cellules sont les plus fragiles. Un petit conseil aussi, surtout sur cet arbre-là, désinfectez bien vos outils de taille avant l'intervention. Donc il suffit simplement de passer un chiffon alcoolisé. Il existe aussi des bombes nettoyantes, de façon à ce que vraiment vous ne risquiez pas de transmettre une maladie. Et puis, comme tu l'as dit, la taille d'entretien, c'est quoi ? C'est éclaircir un petit peu l'arbre dans le cas où il y en aurait besoin. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. J'avais envie vraiment de vous raconter cette histoire. Qui a découvert l'hortensia et pourquoi est-ce qu'on a appelé cette plante hortensia ? Qui, c'est un grand botaniste qui s'appelait Joseph Philibert Commerson, qui est né en 1727 et qui est décédé en 1773. Et en revanche, pourquoi cette plante, on l'a appelée hortensia ? Là, il y a une sorte de mystère. Et même, puis ça dure. Alors ça dure, et puis les gens qui s'intéressent à ça sont pas forcément tous d'accord. Il y a des historiens qui disent ceci, il y a des historiens qui disent cela. Genre hydrangea, c'est 80 espèces. Il y en a qui sont originaires d'Asie et d'autres d'Amérique. Et les premiers qui ont été connus, mais pas sous le nom d'hortensia, sous le nom d'hydrangea, c'était des espèces américaines. Depuis 1736, il y a eu des hydrangea arborescens. Aujourd'hui, on connaît beaucoup Hydrangea arborescens Annabelle, par exemple, qui ont été envoyés par un très très grand botaniste aussi qui s'appelait John Bartram en Angleterre, un type qui s'appelle aussi, qui était très très bon aussi, qui s'appelait Peter Collinson. Bon, ces gens-là, donc, se sont occupés des hydrangea américains. L'hydrangea qui porte le nom d'hortensia aujourd'hui, Hydrangea macrophylla, lui, il est asiatique. On a l'impression d'ailleurs que c'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a des hortensias partout. On pourrait croire que l'hortensia est breton, par exemple. Ben non. Donc c'est notre fameux Joseph Philibert Commerson qui, étant en voyage, va découvrir cette plante en 1768 lors d'une escale à une ville qui s'appelait Batavia à l'époque et qui est aujourd'hui Jakarta. Ah oui, c'était mieux de s'appeler comme une salade, c'était pas en Indonésie, dans l'île de Java. On dit que Commerson a baptisé cette plante parce qu'il, lui, il a créé le genre hortensia. En découvrant la plante, il dit, voilà, on va l'appeler hortensia. Alors, pourquoi est-ce qu'il l'a appelée hortensia ? On dit que c'est parce que il a voulu faire hommage à sa maîtresse et gouvernante de son fils, parce que la femme de Commerson était morte en couche, qui s'appelait Jeanne Barré. Et Jeanne Barré, on vous en a peut-être déjà plus ou moins parlé dans des histoires botaniques, c'est qu'elle s'était déguisée en homme pour accompagner Commerson dans le voyage autour du monde dirigé par Bougainville. Parce qu'à l'époque, il était totalement interdit à une femme de monter à bord d'un bateau qui faisait des grandes traversées. Et elle s'était fait appeler Bonnefoy, et elle s'était déguisée en homme, mais ça a été découvert. Donc en fait, Bougainville n'a pas été content, et il a débarqué Commerson et Jeanne Barré et sa copine, à l'île Maurice. Ah oui. Et après, ils ont pu travailler un tout petit peu. Mais pourquoi est-ce qu'une plante qu'on appellerait hortensia ait été dédiée à une dame qui s'appelle Jeanne ? Oui, je vois toujours pas le rapport là. Pour clore cette affaire-là, Commerson qui a appelé plus tard une plante du nom de Baressia bonafilia, Baressia Jeanne Barré et bonafilia parce qu'elle s'était fait appeler Bonnefoy. Et une plante qui est une myrtacée qui s'appelle aujourd'hui Thurea, parce que tiens, on était aussi dans un genre qui n'a pas été retenu par la nomenclature Baressia. C'est pas tout. Le nom d'Hortense aurait été inspiré à Commerson par la fille du prince allemand Charles-Henri Nicolas Othon, le prince de Nassau-Siegen, qui s'était joint à l'expédition de Bougainville pour échapper des créanciers, il avait beau être prince, et qui avait aidé Commerson. Le seul problème, c'est que la fille de ce prince, elle s'appelle Charlotte Amélie. Bah alors. Ça faisait pas tellement Hortense.
Il y en a certains qui pensent que le nom serait plutôt dérivé du latin hortus, le jardin, et qu'on aurait féminisé le mot. Au lieu de dire c'est un hortus, c'est un hortensia. Bon, hortensius, bon, Flora hortensia. Bon. Bon, c'était pas une fille, là. En fait, je pense... Alors pourquoi moi parce qu'il y en a plein d'autres qui ont été bien avant moi et qui ont fait des travaux là-dessus intéressants et qui me semblent la plus grande logique, qu'Hortensia soit un hommage en fait à Hortense le Pôte, qui était la fille de l'horloger du roi Jean-André le Pôte et de sa femme Nicole Reine Étable de la Brière, qui était une mathématicienne et une astronome assez réputée, et qui étaient des amis très très proches de Commerson, qui ont perdu leur fille Hortense dans la fleur de l'âge. Il est possible que ça soit plutôt ça, et on a vu aussi, en travaillant sur les documents d'époque, qu'il avait au départ nommé la plante Possia celestina, donc le Pôte, Possia, etc., Hortense, ça pourrait être ça. Mais en réalité, il est certainement probable que Madame le Pôte, donc Nicole Reine Étable de la Brière, ait été soit la maîtresse de Commerson, soit son amour secret, caché. Eh ben, on y revient. Et il l'a dit, quand il a décrit la plante et qu'il a donné le nom, il a écrit ceci. Non pour encenser les nombreuses vertus de Dame le Pôte qui m'honore d'une amitié discrète et afin de mettre en valeur son érudition pour les éphémérides des cieux et pour lesquelles elle est la plus grande savante du monde. Et il avait ajouté à la main Sed Hortensia melius disseretur, mais il sera meilleur de dire Hortensia. Donc, toutes ces choses-là font penser que il couchait Hortensia... avec elle. Mais non, c'est tellement plus joli d'imaginer cet amour secret, etc. Oui, enfin, le résultat elle-même. Et il a fallu attendre quand même 60 ans pour qu'on se rende compte que l'hortensia était tout simplement un hydrangea et que la plante soit transférée dans le genre hydrangea, mais fort heureusement, elle a gardé son nom vernaculaire, que tu aimes bien, et ça sera le mot de la fin pour cette émission. Je pense que c'était quand même intéressant de vous raconter ça. C'est fait partie de la petite et de la grande histoire du monde du jardin. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous redis vraiment très 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 bonne année. J'espère qu'elle sera excellente, qu'on va vraiment s'éclater, qu'on va pouvoir faire des très très belles choses tous ensemble. Roland, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à toi, Patrick. D'être là, d'échanger avec moi, de nous apporter des très très bons conseils. Il travaille dans son jardin, il est tout le temps là, il vous donne vraiment des choses vraiment intéressantes. Luc, merci pour le son. On a un très bon son. Si vous nous regardez en vidéo, n'hésitez pas aussi, si vous avez un tout petit peu de temps, à aller sur une des plateformes de podcast. On a Apple Podcast, on a Spotify, on a Deezer, on a Podcast Addict où il y a l'émission. Et c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas évidemment des images comme à la vidéo, mais c'est excellent parce que le son est très très bon. Miguel serein derrière ses caméras. On dirait un sphinx, Miguel. Mais bon, il est courageux comme tout parce qu'il nous amène énormément de matériel le matin dans le studio et ça nous permet de vous faire vraiment ces belles images. Et puis les belles images, souvent, c'est ma petite femme Nicole qui les fait quand on travaille parfois ensemble. Elle est là. Elle écoute tout ce que je dis parce que si jamais je dis une bêtise, après elle me tire les oreilles. Et puis, sous la chaise, on avait Perle. Vous ne l'avez pas entendue, vous ne l'entendrez jamais parce qu'elle est tellement sage. En tous les cas, merci d'avoir passé cette émission avec nous. Allez, on va dire, pour une fois, on ne dit pas bienvenue au jardin, on dit quoi ? Bonne année au jardin. Bonne année au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr.